pour ce plateau, le choix, on accompagne les startups industrielles de l'incubation à l'industrialisation. Quel défi, quelle solution? Pour en parler avec moi, j'ai invité Marie Brandevet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'innovation à l'ENSAM et aussi de l'incubateur. Yvan Yordanov, bonjour. Bonjour. Directeur général adjoint de la recherche à l'ENSAM. Et puis Bastien Triclot, Gazar et aussi fondateur de Zozio. Bonjour Eric. Yvan, la stratégie de l'incubation à l'école, quelle est-elle aujourd'hui? Alors, si je peux me permettre, c'est la stratégie d'accompagnement de l'innovation et des startups. Alors justement, c'est de se placer vraiment sur tous les niveaux, de ne pas se limiter à la partie incubation, que fait très bien Marie au niveau de l'incubateur, mais justement d'accompagner aussi nos startups quand elles sont sorties de l'incubateur. Parce que c'est pas quand on est sorti de l'incubateur, la boîte, elle a encore besoin d'être accompagnée, il y a encore des problématiques d'industrialisation, il y a encore des problématiques de R&D. Lorsqu'on est sur des technos disruptifs, lorsqu'on est sur des objets, lorsqu'on est sur l'industrie, c'est des temps longs de développement, des temps longs d'accès au marché. Et il faut aussi vérifier qu'au moment où on accède au marché, ce qu'on a développé au départ, c'est toujours disruptif, c'est toujours concurrentiel. Donc il y a cet équilibre entre le temps long d'accès au marché, faire en sorte que sa techno, son produit soit toujours concurrentiel, donc continuer à le faire évoluer et régler les problèmes d'industrialisation quand on a un produit. D'où cette nécessité et cette stratégie d'arrêt métier de se dire, nous, on est l'école de la technologie, on est l'école de l'industrie, donc ces startups qui ont parfois des accès à des financements un peu plus compliqués parce que c'est du temps long, il y a beaucoup d'investissements. Comment nous, on peut participer à l'émergence de cette start-up parce que l'industrie a besoin de start-up. C'est beaucoup plus souple. Enfin, l'exemple de Zozio est un super exemple. Hein. Ça permet de développer ce que des grands groupes ne peuvent pas développer en interne, mais qui sont très contents de trouver en produit, voilà, typiquement Safran là, qui utilise les produits Zozio. Voilà un petit peu la stratégie. Marie, présentez-nous un peu votre incubateur. Alors, l'incubateur de Paris, il existe depuis un peu plus de 12 ans maintenant. On a accompagné presque 150 projets avec des belles réussites, dont Zozio, mais je laisserai parler de Zozio, il en parlera mieux que moi. Le positionnement de l'incubateur, il est très clair sur des projets industriels, avec deux définitions différentes de projets industriels, des projets qui sont des projets de hardware et des projets de services et de techno pour l'industrie. Parce que les projets du digital pour l'industrie sont quand même très spécifiques, notamment sur les cycles de vente plus longs, plus lents, plus compliqués. Donc ça justifie qu'on les incube. On incube en permanence entre 15 et 20 projets à peu près. On les incube sur une durée prévue théorique de 18 mois et puis ça se prolonge souvent parce que c'est des projets qui sont effectivement qui demandent un peu plus de temps que des projets du digital. C'est des projets qu'on met en relation avec les plateaux techniques. Les projets qui rentrent dans l'incubateur sont très demandeurs de ça, de nos plateaux techniques, de nos labos, des élèves ingénieurs. C'est une ressource hyper précieuse pour eux. Et on les met en relation aussi avec l'ensemble de l'écosystème arts et métiers qui a aussi énormément de valeur pour les projets industriels qui rentrent dans l'incubateur. Vous avez aussi depuis quelque temps un programme Alliance Startup. Quelques mots dessus? Alors Alliance Startup, ça part du constat que comme dans d'autres axes de la vie d'une startup, beaucoup d'accompagnement est prévu dans les premiers mois d'existence des startups. Je pense notamment au financement. Il y a beaucoup de choses qui sont au début de la vie d'une startup. Et puis, le soutien, l'accompagnement a tendance à s'arrêter et il s'arrête souvent trop tôt pour les startups industrielles parce qu'on le disait, c'est des startups qui ont des modèles de développement qui sont plus longs, plus complexes, plus techniques. Et on est parti du constat que, partagé par tous les acteurs de l'accompagnement de start-up industrielles, qu'on manquait d'accompagnement sur le côté de l'industrialisation, soutien scientifique et technique aux problématiques spécifiques de l'industrialisation. Je vous coupe, c'est assez unique en France. C'est effectivement assez unique. On le voit dans l'incubateur, on le voit effectivement dans ce qui se dessine dans l'Alliance Startup. On a là-dessus une position qui est unique et qu'il faut savoir mettre en valeur. Typiquement, c'est assez unique en France puisque pour cette offre de service, il faut avoir des labos spécialisés sur les procédés, l'industrialisation avec des plateformes technologiques. Et en France, je dirais, à part nos collègues et amis de l'Institut Mines Télécom, où on peut retrouver des plateformes de ce type-là, en fait, il n'y a pas beaucoup d'établissements qui ont cette richesse. Donc en effet, c'est assez unique parce que l'écosystème arts et métiers est assez unique aussi en France. Alors c'est la raison pour laquelle je t'ai invité, Bastien.
pour témoigner de ton expérience de Zozio. Zozio en quelques mots. Et puis après, parle-nous un petit peu de comment tu as vécu l'incubateur, parce que c'est le meilleur exemple. Donc Zozio, c'est une solution de tracking et d'ordonnancement de la production. On travaille essentiellement dans l'industrie manufacturière. On travaille dans la cosmétique, l'aéronautique. Et l'intérêt de l'incubateur, je pense que le premier, c'est que c'est un continuum avec la formation de l'école. Donc on est dans tout un écosystème avec la recherche, mais aussi les enseignants et aussi les autres startups qui sont liés aussi aux mêmes défis que nous. On se rend compte que c'est difficile de créer une startup. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est l'industrie. Qui de mieux que les arts et métiers pour représenter l'industrie, nous donner accès à son réseau, mais aussi nous expliquer le métier, et pour les startups hardware, d'avoir même au cœur de Paris un emplacement où on peut industrialiser et avoir les compétences directement à Paris. Et donc c'est ça pour moi ce qui fait que c'est unique aux arts et métiers. C'est pas un incubateur comme un autre, c'est un incubateur bien positionné sur le secteur industriel et sur le secteur hardware, qui nous permet à moindre frais, quand on n'a pas d'argent au départ, de créer cette première boule de produit pour tester son marché, puis après essayer de l'industrialiser. Et donc nous, ça nous a permis assez rapidement de récupérer nos premiers clients, d'avoir les premières marques industrielles, pour ensuite, après, investir. Ce qu'on n'aurait pas pu faire si on n'avait pas eu de clients au départ, puisque c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Tant que je n'ai pas de clients, je n'ai pas de financement. Tant que je n'ai pas de financement, je n'arrive pas à avoir de clients. Et donc l'incubateur vient couper ce cercle vicieux en nous aidant, en créant une sorte de chose injuste qui permet aux startups d'enclencher les premiers clients, de tester son produit et d'avancer. Ça, vous confirmez, j'imagine, Marie, c'est votre quotidien. C'est effectivement tout le défi de l'accompagnement de ces startups, c'est d'arriver effectivement à construire le chemin qui est assez ténu, assez fragile, mais c'est pour ça qu'on déploie tous nos efforts, pour effectivement les mettre en situation d'avoir leur premier démonstrateur, leur premier POC ou POV, Proof of Value, pour qu'ils arrivent à les mettre très rapidement entre les mains de leurs clients, de leurs utilisateurs, pour avoir rapidement des retours et effectivement pouvoir, le nerf de la guerre, aller chercher de l'argent. Sur l'accueil justement des start-upers, il faut pousser les murs aujourd'hui. Comment ça se passe ? Alors effectivement, quand on est sur un espace contraint comme celui de Paris, on a à la fois des locaux qui ont énormément de valeur pour les incuber, c'est ce qu'ils viennent aussi chercher. On a des locaux qui sont rares, qui sont exceptionnels, parce que c'est des locaux qui sont équipés, qui permettent d'installer des machines, qui permettent de faire du montage, qui permettent de faire des expérimentations. Mais effectivement, on n'en a pas autant que la demande. Donc on est effectivement toujours obligé d'arbitrer entre les projets qui arrivent, s'assurer qu'on va réussir à répondre aux besoins des projets qui rentrent dans l'incubateur. Oui, effectivement, c'est un des sujets. Toi, ça t'a pris du temps pour rentrer à l'incubateur. Comment ça s'est passé pour toi ? Alors, ça n'a pas forcément pris du temps. Pour autant, ce que je peux remarquer, c'est que quand on est arrivé aux arts et métiers à l'incubateur, c'est plus du tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc l'incubateur nous a accompagnés et nous conseiller sur finalement entre ma preuve de concept au départ, quand j'ai été voir les industriels, quand j'ai été voir l'incubateur, et la finalité, c'était complètement différent. Au départ, on voulait faire un grand connecté pour l'industrie, pour augmenter les opérateurs. Les industriels nous ont dit c'est très bien, mais allez faire un business plan, vendez un marché, c'est ça. Exactement, c'est bien, mais ça c'est peut-être dans 100 ans, mais on a des problèmes beaucoup plus concrets, tangibles dans l'industrie, tente de les résoudre avec la même technologie, mais sur chacun de mes contenants pour optimiser le flux de production. Et donc là, l'incubateur nous a permis aussi de mettre en corrélation avec un aspect économique, avec un business plan, des subventions, avec des financements. Et tout ça, ça a pris, oui, du temps. Mais on est rentré assez rapidement. Pour autant, on a eu cette phase de transition avant d'être une société mature, je dirais. Tu as trouvé des mentors ? Des mentors. Donc c'est à l'incubateur directement, mais aussi tout l'écosystème autour. Par exemple, avec l'Institut Georges Charpak, pour tester notre marché, on a même été, j'en parlais à Marie ce matin, au Racing 92 pour essayer de piloter la performance des rugbyman. On s'est rendu compte que c'était compliqué technologiquement et qu'après, en phase avec un business plan, c'était beaucoup moins intéressant que dans l'industrie. Et c'est pour ça que, utilisant le réseau des arts et métiers, 50% de nos clients, aujourd'hui, on est corrélé à un Gazar.
on s'est focalisé sur l'industrie, sur ce marché où on avait une technologie. Si je peux rajouter quelque chose, c'est vraiment la valeur de l'écosystème arts et métiers. C'est-à-dire que quand on a un incubé qu'on a recruté pour la valeur de son produit, quand on va voir un industriel, qu'on lui dit tu devrais discuter avec lui, en fait il lui ouvre les portes. Parce que c'est un incubé des arts et métiers. Et ça a une valeur énorme. C'est exactement ce que tu viens de raconter. C'est-à-dire que voilà, quand on est à l'incubateur, les portes des industriels s'ouvrent et ils ont envie de regarder ce que fait le jeune, son produit, de le conseiller et de l'amener sur un marché. C'est exactement ton histoire et je crois que c'est une belle démonstration de la valeur de l'écosystème. Marie. C'est effectivement comme ça qu'on positionne l'Alliance Startup avec deux axes. Un axe qui est un accompagnement à la recherche scientifique et technique pour accompagner l'industrialisation et un axe hub d'innovation industrielle où l'accompagnement des startups et leur montée en compétence sur leurs problématiques industrielles, elle va aussi se faire en faisant se réunir des experts de l'industrie, des scientifiques, des techniciens, mais aussi des entreprises un peu plus avancées qui vont avoir la capacité à emmener avec elles les startups qui ont justement ces besoins de monter en compétence et ces besoins opérationnels sur l'industrialisation. Donc on est vraiment sur ces deux aspects, la science, la technique, les plateaux techniques, nos labos et un écosystème d'accompagnement qui va effectivement énormément s'appuyer sur tout l'écosystème arts et métiers. Alors dans l'innovation, il y a parfois des modes, notamment venus des jeunes innovants. Là, vous avez des tendances à nous donner sur l'incubateur en ce moment ? Alors, je ne sais pas si on peut parler de mode. Je pense qu'on est sur une vraie grosse tendance de fond, mais moi, ce qui me frappe tout particulièrement dans les candidatures à l'incubateur, c'est le fait que les projets sont très intransigeants sur les problématiques environnementales. On a cet objectif, soit en objectif premier prioritaire du projet qui rentre, soit si ce n'est pas l'objectif prioritaire, il faut au minimum que ce soit intégré de façon très forte dans la réflexion sur la conception et les modes de production qui seront envisagés pour le produit. C'est une tendance massive. Côté justement incubé, ils viennent des arts, mais pas que, aussi de toute on a pour l'instant un tiers seulement de projets qui sont portés par des anciens élèves. Le restant vient de formations sans... Nous, on n'a pas de prérequis sur les formations pour rentrer à l'incubateur. Et c'est une de nos promesses et un de nos défis, c'est justement d'accompagner ces projets qui n'ont pas forcément de compétences techniques dans des projets très techniques. Donc, alors, ça ne peut pas durer infiniment. Il y a un moment où on leur fait quand même comprendre qu'il va falloir embaucher, si possible, des élèves ingénieurs sur les postes, tant qu'à faire, sur leur poste de CTO. Mais en tout cas, notre gros défi et le choix, le positionnement de l'école, c'est de dire tout porteur ou porteuse de projet industriel peut venir à l'incubateur. On va faire tout ce qu'on peut pour les accompagner. Dans l'écosystème, il y a aussi quand même une grande partie autour du financement. Ça, vous pouvez y accéder, proposer des choses pour vous incuber ? Alors sur l'incubateur spécifiquement, on est doublement labellisé. On est labellisé par la mairie de Paris et par la région Île-de-France, ce qui fait que les projets qui rentrent dans l'incubateur ont un accès privilégié au financement BPI. Donc ça compte énormément. On a un autre outil de financement qui est extrêmement précieux pour accompagner les startups, c'est le prêt d'honneur IGU Arts et Métiers. Parce que c'est un prêt d'honneur qui intervient, c'est significatif, c'est 30 ou 60 000 euros maximum par projet. Et ça intervient à un stade de développement où en général les autres prêts d'honneur n'interviennent pas. Donc ils peuvent intervenir de façon très précoce. Et le gros travail qu'on fait par la suite, c'est d'identifier les acteurs du financement qui vont comprendre les projets industriels et qui vont avoir une vraie appétence pour les projets industriels, au-delà de ce qui, pour l'instant, peut encore être un peu de l'ordre du discours, qui est de dire oui, on veut soutenir, on veut financer des projets industriels. Et puis quand on présente le schéma de développement, le plan de développement d'un projet industriel, il y a moins de monde. Donc une de nos missions, c'est effectivement de repérer les business angels, les fonds d'investissement qui auront cette compétence et cette appétence pour l'industrie. Un petit complément aussi, dans l'Alliance Startup, il y a un élément essentiel, c'est surtout l'accompagnement de la stratégie R&D de la startup. En fait, c'est l'accompagnement par l'Institut Carnot, par les chargés d'affaires de l'Institut Carnot, qui eux ont cette habitude, à partir du moment où on bâtit un plan stratégique de R&D, on va aussi chercher les financements, parce que ça c'est notre lot de tous les jours, c'est le lot de tous les jours des chargés d'affaires. Il y a des financements régionaux, des financements européens, des financements nationaux, et souvent quand il y a des startups dans les consortiums, c'est des plus-values, à la limite, c'est vraiment reconnu par les régions, l'État français et l'Europe.
Donc on rajoute cette brique-là aussi sur la spécificité du financement de la R&D. Donc on essaye d'avoir un panel de financement qui couvre des aspects plus business et des aspects plus R&D. En ce moment, on parle beaucoup de start-up industrielles, de ce temps long. Pensez-vous quand même qu'on a les moyens en face? Alors les moyens, pareil, on parle toujours de finances là. Bien sûr. Les moyens financiers, ils se mettent en place. On a notamment BPI qui fait un énorme travail sur le sujet des startups industrielles. Les régions aussi font un très gros travail. Moi, je connais les dispositifs de financement de la région Île-de-France. Ils ont des dispositifs spécifiques pour accompagner le déploiement des premiers outils industriels. Donc, c'est des financements, on parle en centaines de milliers, voire millions d'euros. Donc, il y a effectivement ce qu'il faut. Il y a une phase de transition pour le financement privé entre les tout premiers démonstrateurs et cette étape de première industrialisation qui est encore un petit peu compliquée. Là-dessus, AMBA, Arts et Métiers Business Angel, a son rôle à jouer parce qu'effectivement, on attend une sensibilité sur ces projets industriels. C'est pas encore complètement établi et c'est encore un travail. Ça se fait, mais c'est encore un sujet qu'il faut travailler. Je vois que là, Bastien, tu... Donc l'incubateur a deux types de start-up, le start-up à destination de l'industrie et des start-up plus hardware. Je dirais que comme nous, sur une start-up à destination de l'industrie, le fond du sujet, c'est assez rapidement d'aller trouver des clients. Et donc notre sujet, au-delà du financement d'equity, c'est d'avoir des industriels qui investissent dans ce genre de produits. Et historiquement, on avait beaucoup de pilotes sans industrialisation. Et on se rend compte que aussi les industriels arrivent à maturité là-dessus et se rendent compte que ça ne sert à rien de lancer des pilotes si en fait on n'a pas vocation à les industrialiser. Puisque pendant un moment, les industriels étaient des machines à pilote. Donc finalement, les clients viennent à maturité. Et dès lors qu'on a ces projets, le financement assez rapidement pour ces startups, notamment de software, arrive assez facilement parce qu'on n'a pas forcément besoin de montants délirants. Le plus gros sujet pour moi, c'est sur ces startups hardware où aujourd'hui les fonds VC ont une tendance un peu plus faible qu'aux États-Unis de prendre des risques. Et donc on a moins aussi de taux d'échec en Europe, mais on a aussi de moins belles réussites. Et parce qu'aussi les startups n'ont pas le temps vraiment de se constituer. Et donc c'est pour moi là le gros sujet, et ça fait partie des sujets aussi avec les retraites sur la capitalisation, etc. D'aller récupérer des fonds pour prendre des risques dans ces startups. Et je pense qu'on va dans le bon sens. Nicolas Dufour, à la BPI aussi, investit massivement. Et c'est ces institutions semi-bancaires mais semi-publiques qui peuvent prendre part à ça. Parce que je ne pense pas que les banques classiques changeront demain la veille sur ces sujets-là. Donc je crois vraiment à la BPI qui est, je pense, une des meilleures banques publiques aujourd'hui dans le monde et qui joue un super jeu là-dessus. Un grand merci pour cette participation sur ce plateau et donc on se donne rendez-vous l'année prochaine pour refaire encore un petit bilan sur peut-être enfin plus de financement et espérons qu'on va pouvoir un peu élargir les murs, quoi. C'est ce qu'on se souhaite. Merci Marie. Merci beaucoup. Merci. Merci Eric.